Ce livre, c'est l'histoire d'un site pas comme les autres. Un site qui fut le premier centre en France dédié au stockage des déchets radioactifs, le Centre de stockage de la Manche. Il fut créé en 1969. Je me souviens à l'époque, ce n'était qu'une vaste prairie de 14 hectares située près de l'usine de retraitement Cogema de La Hague. À cette époque, il n'y avait pas vraiment de stockage organisé. C'est suite à la création du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, après la Deuxième Guerre mondiale, que l'on a pris conscience du problème de la gestion des déchets. La question était, que faire de ces déchets ? Tout le monde voulait avoir un centre de gestion de ces déchets. On se rendait bien compte qu'on ne pouvait pas conserver sans arrêt les déchets, qu'il fallait les conditionner et puis leur trouver une destination. Le centre de stockage de la Manche était né. Il allait devenir le premier site de stockage de déchets radioactifs. Pour moi, on peut dire que c'est là qu'a commencé l'aventure. Une aventure humaine avec un grand nombre de défis à relever. Il fallait tout inventer, tout imaginer pour faire de cette lande un site de stockage sécurisé. Nous n'avions pas de référence dans le domaine. Ce site était une première mondiale. C'était plutôt un centre, à la limite, un centre expérimental, à caractère expérimental. On faisait ce qu'on croyait bien, qui était, je dirais, beaucoup mieux que tout ce qui se faisait dans d'autres industries de gestion de déchets. C'était quelque chose qui était très performant, mais on avait un caractère expérimental, c'est-à-dire qu'on surveillait les choses, et puis si ça n'allait pas, si on constatait quelques dérives légères, eh bien, on intervenait. C'était ça la philosophie de ce centre de stockage. Ça n'a pas été facile tous les jours. Nous avons dû faire face à quelques incidents, notamment en 1976 avec la fuite de tritium. Des fûts contenant des déchets triciers avaient été conditionnés sans complément de ciment, ce qui aurait permis une meilleure étanchéité. Ils avaient été stockés en 1971 dans une tranchée bétonnée, une des plus anciennes du site. Fin 1976, on a détecté du tritium dans la rivière Sainte-Hélène, dans des proportions anormalement élevées, mais cependant en dessous des limites réglementaires. On a tout de suite identifié l'origine de la fuite et réagi en récupérant les fûts contenant du tritium. Certains ont été reconditionnés, puis envoyés pour entreposage au CEA. Les autres ont été reconditionnés, puis restockés dans de nouveaux ouvrages adaptés. Techniquement, la situation était donc maîtrisée. Tout comme la tranchée ordinaire, les tranchées 3-4 ont été reprises, c'est-à-dire que nous avons réextrait tous les colis qu'il y avait dedans. Nous avons sorti le sable, pompé l'eau, remis les colis en place et bétonné. Alors, à l'heure actuelle, les tranchées 3-4 sont bétonnées, ce qui n'était pas au départ. Cet incident a été l'occasion d'améliorer la façon de travailler avec les producteurs pour qu'ils connaissent mieux et prennent en compte les exigences auxquelles devaient répondre les colis pour être stockés de façon sûre sur le centre. La création de l'Ambra en 1979, structure entièrement dédiée à la gestion des déchets radioactifs, a permis de mettre en place des règles claires et des procédures rigoureuses, notamment pour le conditionnement des colis. Il y avait un nombre faramineux de colis hors normes. Des filtres de toutes dimensions, des fûts de toutes dimensions. Et à chaque fois, il fallait calculer les coûts, et du point de vue stockage, c'est vrai que ça compliquait les choses. C'est à partir de ce moment que les colis qui arrivaient sur le site furent normalisés avec, pour le producteur des déchets, l'obligation de joindre une fiche très précise de leur contenu. De notre côté, on a mis en place des laboratoires de contrôle pour vérifier que la déclaration des producteurs était bien conforme aux colis réceptionnés. Dans les années 80, on est allé encore plus loin dans le suivi des colis. On a mis en place l'identification des déchets par code barre. C'était le début de l'informatisation des produits stockés. On savait tout sur les colis, de la production des déchets jusqu'au stockage. Je réalise aujourd'hui combien cette époque a été celle de l'évolution, des méthodes, des procédures, du cadre réglementaire. Nous apprenions de notre expérience et nous nous adaptions sans cesse, quitte à reprendre nos premières réalisations pour les consolider. On a tous vécu cette période avec le sentiment de construire quelque chose, d'établir des normes de stockage pour protéger les générations futures. En 1984, les principes généraux de conception des installations de stockage étaient définis. Le confinement des déchets repose sur la combinaison de plusieurs barrières.
La première barrière est le colis. La seconde, la structure de stockage. Et enfin, les matériaux naturels en place. On savait que la géologie locale n'était pas des plus idéales. Pour les futurs centres, l'argile deviendra une priorité. Mais le contexte de l'époque nous ayant amenés là, il a fallu s'adapter pour garantir la sûreté du centre. Voici comment se présente le stockage à partir de 1984. Tous les colis sont stockés sur des dalles en béton armé, mais selon leur niveau de radioactivité, dans deux types d'ouvrages. Soit dans des cases de béton armé, à l'intérieur desquelles ils sont bloqués par du béton, ce sont les monolithes. Soit directement sur les dalles, ce sont les tumulus. Un réseau ceinture le stockage et recueille les eaux infiltrées que l'on peut ainsi contrôler. Le mode de gestion des eaux a beaucoup évolué au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. Et en 1982, nous avons repensé complètement notre réseau de collecte des effluents sur le site. On a conçu un réseau enterré qui fonctionne par gravité, le RSGE. Un réseau souterrain accessible grâce à des galeries, ce qui permet un contrôle des eaux d'infiltration sur tout le site de stockage. À partir des années 1990, nous avons commencé à anticiper la fermeture du site. Il fallait en effet déjà penser à recouvrir le centre pour mettre les colis à l'abri le temps qu'ils deviennent moins dangereux. En 1991, on a donc commencé à construire la couverture du site. Cela allait durer 6 ans. Cette couverture est constituée d'une membrane bitumineuse imperméable, choisie pour son élasticité et sa capacité à s'adapter aux mouvements de terrain, et recouverte de plusieurs couches de sable et de terre. Nous avons également mis en place un système de surveillance pour contrôler la stabilité de la couverture, le réseau de collecte des eaux de pluie, et nous avons poursuivi le contrôle des nappes phréatiques à l'extérieur du site. Le dernier colis est arrivé en 1994. La fermeture du centre a suscité pas mal d'interrogations, notamment chez les associations de défense de l'environnement. Selon elles, la présence du plutonium à vie longue posait la question de l'avenir du site et de sa surveillance au-delà des 300 ans prévus. Le site de stockage de déchets nucléaires de Landra, situé dans la Hague, suscite la polémique. Selon certains experts, une centaine de kilos de plutonium seraient stockés là et leur dangerosité aurait été gravement sous-estimée. Cette présence de plutonium était parfaitement connue et autorisée à l'époque, sans que cela ne remette en cause la sûreté du centre. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, malgré la présence de ces déchets, l'impact du centre reste très faible. En 1996, pour répondre aux interrogations sur la situation du site, la ministre de l'Environnement a décidé de créer une instance indépendante. Cette commission d'expertise, la commission Turpin, fut chargée d'évaluer l'état et l'impact du centre sur l'environnement. Nous proposons de parvenir à une solution beaucoup plus passive, c'est-à-dire qui puisse fonctionner même en l'absence de surveillance, et surtout qu'à très long terme, ces terrains doivent rester frappés de servitude, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir y faire n'importe quelle construction ou y installer n'importe quel équipement. Dans son rapport, la commission Turpin a considéré que le centre ne présentait pas de risque sanitaire significatif pour les populations locales. La commission a confirmé qu'il fallait maintenir la surveillance pendant au moins 300 ans, que le centre n'était pas banalisable à 3 siècles et qu'il devenait indispensable de conserver et transmettre la mémoire du site. La commission a également préconisé la création d'une commission locale d'information consacrée au centre de la Manche. En 1997, la couverture était achevée. Une nouvelle phase commençait, celle de la surveillance, officialisée après enquête publique en 2003. Elle repose sur un programme très complet comprenant la surveillance de la couverture et de l'environnement, mais aussi sur la maintenance du site et la réalisation de divers travaux, par exemple pour réduire les pentes de la couverture ou pour adapter nos installations. Il s'agit de procéder à des aménagements dans le but d'aller progressivement vers une surveillance de plus en plus passive. Actuellement, nous intervenons très souvent sur la couverture pour faire de menus travaux de maintenance, réparer de petites fissures, réparer également quelques tassements. Et l'idée est que dans l'avenir, nous nous dirigions vers une situation dans laquelle on n'ait plus à intervenir sur cette couverture. En 2014, nous avons remplacé les anciennes canalisations du RSGE par de nouvelles, plus petites, correspondantes au faible débit récupéré aujourd'hui.
La maintenance, la surveillance et la mémoire sont donc aujourd'hui les principales missions du CSM. Le dispositif mémoire du site repose sur 3 concepts différents. Le premier est la constitution de la mémoire détaillée. Elle regroupe l'ensemble des documents importants de la vie du site et elle est constituée en papier permanent, archivé à 3 endroits différents. Ici sur le site, dans notre site dans l'Aube et aussi aux Archives nationales de France. Nous avons la mémoire de synthèse qui est un document non technique destiné à un plus large public et qui va être diffusé dans différents endroits comme les mairies, ici sur site, les offices notariés, etc. Et en dernier lieu, nous avons une inscription au cadastre qui sera doublée certainement de servitudes qui permettront de garantir l'inviolabilité de ce site. Il est important pour nous de travailler sur ces projets mémoire qui sont essentiels et qui permettront aux générations futures de comprendre ce qui s'est passé sur ce site et ce qui est ainsi stocké sous nos pieds. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le stockage des déchets radioactifs est à prendre très au sérieux. Je pense que nous avons contribué à cette prise de conscience et j'en suis fier. Le centre de stockage de la Manche va vivre des centaines d'années sous surveillance. Je voudrais qu'on se souvienne de son histoire. Une histoire que je lègue aux générations futures.